Alors, comme vous l'avez dit, je suis Adriana Bodino-Grétry. J'ai 59 ans, je suis thérapeute psychocomportementale. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, 2 belles-filles, 7 petits-enfants. Voilà un peu. Et puis, je suis dans l'accompagnement psychologique, le conseil également. C'est un métier que j'ai choisi suite à un domaine juridique, tout simplement parce que à un moment, on sent forcément l'appel. Et cet appel-là, pour moi, ça n'était ni plus ni moins l'accompagnement de l'être humain. Il me semble qu'il s'agit d'une suite logique. Le secteur juridique, c'est un peu se défendre, hein, être en quête de justice, aller au fond des choses, voir dans les petites lignes ce que les gens ne voient pas. Le juriste, il va, lui, au contraire, le voir. Il y a beaucoup de règles qui s'y attachent, bien évidemment, des lois, etc. Et j'en passe. La psychologie, c'est tout à fait la même chose, mais nous passons cette fois-ci de la phase justice pour toi, pour arriver, j'ai envie de dire, à la guérison de soi. La psychologie, c'est profondément cela. C'est un travail tout à fait personnel qui vise l'être humain dans sa profondeur, dans toute sa splendeur, puisqu'il s'agit avant toute chose d'un travail très épineux. Et il y va de la partie holistique, en fait, hein. Donc, le côté transpersonnel de la psychologie est fort intéressante dans la mesure où il s'agit de l'être humain, j'ai envie de dire, sous toutes ses coutures. Donc, son esprit, son âme, sa psyché, son corps. Donc, tout sera pris en considération, sa religion, ses origines, sa politique, absolument tout, ce que nous ne trouvons pas forcément dans une psychologie classique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le transurfing. Il s'agit d'un modèle de réalisation quantique où dans le tout est possible, j'ai envie de dire, hein, mais par l'observation. Le domaine quantique veut que nous ayons déjà une réalité existante. Mon époux, un merveilleux homme qui m'a toujours accompagné dans cette démarche-là, c'est qu'à la base, tout en travaillant, euh, il y avait, je ne sais pas si vous connaissez Olivier Maslow. Olivier Maslow est celui qui a transcrit les bouquins de Vadim Zeland, qui est un physicien quantique. Et j'ai eu la chance de rencontrer Olivier Maslow, qui a animé toute une série de formations à La Réunion, parce que je suis à La Réunion, et mon mari qui en avait entendu parler et savait que je voulais toujours allier un domaine spirituel au conseil. Et il m'a dit, écoute, il y a quelque chose qui va se préparer, je pense que ça va t'intéresser. Mon mari n'est pas du tout du domaine, hein. Mais bon, je lui ai dit, écoute, oui, d'accord, je veux bien y aller. La veille, j'étais totalement malade, au point de me dire, bon, on va annuler pour demain. Et au final, j'y étais. Et Olivier disait, lorsqu'il m'a lu, il posait la question à tous, bien sûr, qui d'entre vous était à 2 doigts d'annuler cette formation parce que il était malade. Donc, bien évidemment, j'en faisais partie. Et donc, il disait, bon, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin et c'est la formation qui vous est nécessaire. Donc, j'ai fait toutes les formations Transurfing et je dois t'avouer que l'un des exercices consistait à aller à l'intérieur de nous et se poser véritablement la question de savoir quel était véritablement notre chemin de vie, ce pourquoi nous étions limite faits.
et ce qui nous appelait le plus, mais vraiment du plus profond de nous. Et tout en faisant les exercices, alors il y a beaucoup de choses qui nous parlent, il y a beaucoup de choses qui nous interpellent, qui nous font pleurer, qui fait des crises de colère, mais au final, j'ai découvert que véritablement, je voulais faire un métier qui alliait conseil et spiritualité. Et c'est là, en sortant de cette formation-là, parce qu'il y en a eu d'autres par la suite, j'ai fait une recherche internet et je suis tombée, donc j'ai pas fait grand-chose, j'ai noté conseil plus spiritualité, pardon, et je suis tombée sur l'ITHT qui me parlait. Et donc, j'ai envoyé une demande. Il fallait constituer tout un dossier, aller s'éplucher, dire des choses que nous gardions cachées jusqu'aujourd'hui. Et bon, ça a été probant. J'ai été acceptée, donc j'ai pu faire une formation de 5 ans. Et en parallèle, il fallait impérativement faire une psychothérapie. Donc voilà, je suis thérapeute psy. En fait, à l'époque où j'ai démarré la formation, le titre c'est psychothérapeute, mais entre-temps, il y a eu la réforme et le titre est réservé aux seuls médecins, alors que j'ai des camarades qui ont la même formation que moi qui utilisent le titre. Mais moi, bon, voilà, moi j'utilise le titre de psychopraticienne, mais véritablement mon titre c'est thérapeute psycho-comportemental et transpersonnel. Les enseignements les plus marquants, bon, ça a été pour moi la philosophie du réel, ce qui regroupe un peu ce que j'avais appris au transurfing, donc l'observation, puisque il est dit pour connaître le réel, il suffit d'observer. Et effectivement, l'être humain ne se pose pas suffisamment pour prendre du recul et observer ce qui en est. Lorsqu'on se pose, eh bien, l'on est beaucoup moins atteint et on se rend compte qu'il y a une forme de sérénité qui s'installe parce que une fois posées, les choses n'ont plus autant d'importance. Vous voyez, une dispute, par exemple, que nous allons avoir, eh bien, une fois la prise de recul effectuée, cette dispute, elle n'a plus de valeur parce que la colère, elle s'est estompée d'une part, mais d'autre part, surtout, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui est réellement bon et juste pour moi euh, en cet instant et est-ce que la prise de bête, en gros, va m'apporter quelque chose de plus, voyez? Mais bon, l'homme étant reptilien à la base, donc forcément, on va d'abord sortir les griffes et ensuite, l'on va se poser. Donc voilà, c'est plutôt la partie philosophique qui m'a intéressée. Il y a eu aussi la partie religion comparée, puisque on apprend, on entend de partout les religions, donc Dieu, Allah, Bouddha, donc peu importe le nom que l'on va donner, mais qu'est véritablement la religion. Et ça, je pense que ça a toute son importance parce que le conditionnement est que les gens confondent le dogme et la croyance, donc la foi. Vous voyez? Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui religion pour l'ensemble des mortels, eh bien, ça s'arrête à une religion. Donc, je suis catholique, je suis musulman, enfin bref. Euh, Alors que cette pratique, c'est dogmatique. Et la foi que j'ai en moi, peu importe comment je la nomme. Ça peut être l'univers, Dieu, et toutes les religions, quand on les compare, il n'y a qu'une seule et unique finalité, c'est le bonheur de chacun et la lumière pour tous, vous voyez, donc l'amour qui est enseigné. Et l'on sait que si on est dans cet amour-là, forcément, il y a moins de guerre, moins de guéguerre. Mais bon, ça paraît futile comme cela.
Mais lorsque l'on est véritablement dans la formation et que l'on est obligé, heu, d'y aller et de travailler avec ces tripes, c'est ce qu'à l'IPHT nous faisions. On travaillait véritablement avec nos tripes puisque nous étions toujours mis, en face de nos propres difficultés. Nous travaillions en équipe aussi, hein, donc on n'obtient pas le titre comme ça à l'IPHT, il y a un gros travail à faire. C'est un travail hebdomadaire, c'est un travail quotidien, c'est un travail de chaque instant, c'est un rendu, mensuel, c'est, voilà, c'est des bilans à n'en plus finir, mais in fine, on se sent bien, on se sent en phase et on a une plus grande, en tout cas pour ma part, j'ai cette faculté de mieux appréhender l'être humain, que j'appréhendais déjà, autrement, hein, hier. J'ai cela en moi. Mais je veux dire qu'avec la formation, avec le transurfing et tout ça, ce qui me fait, 6 ans, hein, quand même de formation non-stop et je continue bien sûr, à me former, hein. Il y a toujours, des techniques, qui voient le jour. Je pense notamment, au docteur Baudin, qui travaille, superbement bien sur les énergies. Donc, j'ai suivi aussi une formation avec lui. Je pense à, Michel, il me pardonnera, Alex Michel, de Mental Waves, lui par le son, vous voyez? Donc, voilà, il y a le son, il y a, les couleurs, il y a les religions, il y a tout ça, appris, à l'IPHT. J'utilise différentes techniques, puisque j'ai la chance d'avoir une très belle formation que je complète, comme je vous le disais, au fur et à mesure et en fonction, de mon ressenti et de ce que je capte des patients, d'accord? Hem, Quand j'ai quelqu'un en face de moi, ça va être d'abord l'entretien. L'entretien puisque je suis, thérapeute psychocomportementale, donc là-dedans, il y a aussi toute une partie cognitive, hein. Quand je vois la personne en face de moi, j'arrive à voir, dans son comportement, dans sa façon, de me parler, de se tenir, dans sa façon de se toucher, et bien, j'arrive à voir plus ou moins où se situe le problème. Ce qui fait que dans un premier temps, ça va être, de l'entretien, donc je vais l'écouter et je vais le titiller un petit peu pour le pousser un petit peu, dans ses derniers retranchements, et en fonction de ce que je vois, il y en a certains qui sont capables de tout, dire et en face, à quelqu'un d'étranger, hein, même si je suis professionnelle, je demeure tout de même un étranger pour cette personne-là. Donc quand une personne dit tout, c'est bon, on peut échanger, je peux s'orienter parce que contrairement, à un psychiatre qui est véritablement médecin, qui va écouter, qui va donner des médicaments, voilà, qui sera là pour les grandes lignes et donc notamment les maladies mentales ou, le psychologue qui va, écouter, mais bon, pas tous les psychologues parce que je sais qu'il y a beaucoup de psychologues, qui font de belles formations, notamment, au niveau transpersonnel pour mieux appréhender, l'être humain. Moi, comme je suis thérapeute avant toute chose, je vais d'interagir, vous voyez? Et le fait d'interagir avec les personnes, eh bien, ça ouvre, beaucoup plus la conscience et ça me permet moi, heu, d'approfondir un peu plus. Donc ça veut dire que plus la personne s'ouvre à moi, mieux je lis en elle, vous voyez? Je me souviens qu'à l'IPHT, hem, Aruna, donc l'une, de mes formatrices, qui est aussi psy et cetera, elle disait: «Vous allez voir, plus vous exercerez et plus vous allez développer une forme de médiumnité». C'est un peu comme si que voilà, vous saviez exactement ce que ressentait la personne, ce qu'elle va dire et cetera et c'est véritablement la réalité. Il y a une connexion qui se fait et donc face à cette connexion-là, je regarde la personne et j'arrive à aller au fond des choses et à lui dire véritablement ce qui lui pose problème. Quand les personnes n'arrivent pas à s'exprimer, eh bien, je vais utiliser des techniques, vous voyez?
je vais, par exemple, sortir, toute la palette de couleurs et je vais demander à la personne de regarder différentes couleurs et moi, j'aurai les yeux fixés sur la personne et la personne, de toute façon, sans rien dire, elle me parle. Vous voyez? Donc ça me permet de situer plus ou moins où se trouve, le problème. Jusqu'aujourd'hui, ça fonctionne très bien et donc il n'y a aucune raison, que je m'arrête de le faire. Il y a, j'avais parlé, de son, de couleur et cetera. Le son, bah, c'est ce qui nous, fait du bien depuis la nuit des temps. Un bébé qui vient au monde, on va lui redonner, les chansons, on va lui mettre de la petite musique parce que c'est véritablement, le bien-être, hein, qui s'installe là quand on écoute de la musique, quand on danse. En fait, c'est une alliance qui se fait entre le corps et l'esprit. On va écouter la chanson, on aura envie de vibrer avec cette chanson et on sent que le bien, se fait à l'intérieur de nous. Donc quand ça se passe comme ça, je vais exploiter, cette petite faille, qui se crée chez le patient en lui disant: «Bon, ça, cette musique-là, vous voyez, ça vous fait du bien, donc on va, persévérer». Donc j'utilise des tambours, par exemple. Donc si quelqu'un est en colère et n'arrive pas à me parler, je vais lui dire: «Bon allez, prenez le tambour ou un autre, instrument». J'ai, 2-3 instruments au cabinet. Alors, on va dans la grande salle et vous allez ruminer, vous allez taper sur le tambour, vous allez taper, des pieds et tout. Donc voilà, il y a des choses qui montent. Vous allez, dire: «Ah, ah», chanter, peu importe ce que vous allez chanter, ça fonctionne, voyez? Et les couleurs, soit je vais utiliser ça dans les tenues vestimentaires. Donc, dans un premier temps, ça va dépendre de ce que la personne va me dire et en partant, puisque le principe de la thérapie, c'est que les personnes aient des exercices entre chaque séance. Vous voyez? Donc, je vais donner des exercices en me disant, bon, alors vous allez me porter telle couleur de tel jour à tel jour. Et si vous vous sentez mal dans cette couleur-là, eh bien, vous allez porter une autre couleur. En règle générale, ce sont des couleurs complémentaires. Comme je vais demander à ce que la personne porte du rouge, la couleur complémentaire du rouge, c'est le vert. Donc, si vous vous sentez mal dans le rouge, ne restez pas dans ce mal-là. Mettez du vert sur vous pour apaiser. Quand vous vous sentirez bien dans le vert, vous remettrez le rouge, voyez, pour rééquilibrer. Donc ça, c'est une phase très importante, le rouge et le vert, parce que le rouge, c'est l'essence même, hein, c'est la racine. On dit en matière, psychologique, transpersonnelle, que tout naît dans le rouge et se termine dans le rouge. Vous voyez? Donc si nous avons un problème d'ancrage, hein, j'ai envie de dire, si notre base, n'est pas bien constituée, eh bien, tout ira de travers dans notre vie. Vous voyez? C'est comme une maison. Si la fondation n'est pas solide, eh bien, il n'y a aucune chance que la maison tienne longtemps. D'où l'intérêt de bien travailler sur les racines pour pouvoir ramener la personne à un mieux-être. Et ça, c'est le travail que je fais. Alors, j'utilise tout, heu, pas plus une technique qu'une autre. Je dois avouer que l'entretien est beaucoup plus utilisé. Parce que quand quelqu'un parle, on voit absolument tout. Quand quelqu'un parle, on sait quand il ment, on sait quand il souffre, on sait quand il n'y croit pas, du tout. Vous voyez? Donc ça, j'utilise principalement et ensuite, le mandala, c'est si la personne a véritablement un gros désordre interne et ou ne fait pas les exercices régulièrement. Donc je vais demander: «Bon, allez, vous allez me faire un mandala avec telle et telle couleur» et ce sont les couleurs qui vont révéler ce que la personne a comme problématique. Tout ce que vous allez donner à faire à quelqu'un, peu importe l'exercice, du moment que vous maîtrisez vos techniques, vous allez obligatoirement savoir ce qu'il se passe. Ça va se passer au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau du pouls, au niveau du ventre, peu importe le niveau où ça se situe, vous saurez exactement quel est
la souffrance, la blessure qui empêche cette personne-là d'être épanouie. Les crises de panique, je n'ai pas besoin forcément du rêve éveillé dirigé pour le faire, d'accord? Le rêve éveillé dirigé est une technique que l'on peut, qui s'apparente à de l'hypnose. Le rêve éveillé dirigé, c'est bien connaître son sujet, d'accord? Une fois que l'on maîtrise le pourquoi du comment, donc je sais que le rêve éveillé va me permettre de débloquer, de découvrir pardon, quelque chose chez une personne, je vais devoir, moi, déterminer quel rêve éveillé je vais faire sur cette personne. Si cette personne elle a un problème de confiance, vous voyez, je vais utiliser un rêve éveillé dirigé sur les problèmes personnels. C'est-à-dire que sur les problèmes personnels, je vais faire un mélange de tout, de son aspect familial, de son aspect amical, de son aspect professionnel, de son aspect amoureux, mais basé sur la personne en elle-même. Donc, c'est qui est-elle, qui elle aurait aimé être, vous voyez? Donc, souvent, la personne, elle est en face de vous, elle adorerait vous dire: «Oui, mais moi, voilà». Les gens vont vous dire: «Je ne me sens pas belle, je ne me sens pas beau, je me sens idiot», voilà. Ils vont sortir tout ce qui est mauvais, hein. Ce qui est bon, ils ne le reconnaissent pas parce que bon, ben, voilà, ils sont totalement, fermés à une possibilité positive pour eux. À côté de cela, heu, ils ne vont pas oser non plus dire: «J'aurais tellement aimé être de telle façon, de telle façon et de telle façon». Vous voyez? Ce qui fait que je vais utiliser le raisonnement dirigé pour induire cela, pour dire: «Bon, ben, voilà, si vous étiez un parfait personnage, par exemple, vous auriez aimé être quel, personnage?» Voyez? Donc tous ces rêves éveillés dirigés, bien évidemment, ce sont des, techniques, apprises à l'IPHT et ce sont des pratiques que nous avons bien évidemment mises en place, étudiées, travaillées et retravaillées pour nous permettre par nous-mêmes, eh bien, de déceler, voyez, des informations que le patient ne sort pas, par exemple. Dans un rêve éveillé dirigé qui n'a absolument rien à voir avec un problème donné, eh bien, heu, ce qui est déjà arrivé plus d'une fois malheureusement, eh bien, heu, je peux déceler si la personne elle a été victime, vous voyez? Et parce que de ce que la personne me dit, de ce qu'elle vit dans ce rêve éveillé, quand je la ramène, eh bien, voilà, je lui dis: «Bon voilà, je vous écoute, qu'est-ce qui est remonté et tout?» Et si la personne ne veut rien dire, je la laisse se poser bien évidemment parce que il ne faut surtout pas, traumatiser quelqu'un qui est déjà traumatisé donc je ne vais pas aller, à son encontre et par la suite, je vais lui dire: «Voilà, vous avez subi ça, ça et ça. Est-ce que ça vous parle ou pas?» Voyez? Mais si ça ne lui parle pas, je lui dis: «Ça n'est pas grave. On va travailler une technique pour que ce déblocage, puisse se faire, afin que cette personne ne souffre plus», voyez? De cette blessure. Donc nous ne sommes pas obligés d'aller sortir les verres du nez, faire souffrir encore plus la personne en disant les choses. Quoique je suis profondément, convaincue que lorsque l'on dit les choses, une fois que c'est sorti, eh bien, ça ne reste plus à l'intérieur et ça perd de son importance et ça, d'un point de vue psychologique, c'est une réhabilité. Alors d'après mon expérience, hem, le couple, parce que je suis spécialiste du couple, le couple, c'est 2 individus totalement distincts qui se qui s'aiment et qui se mettent ensemble. Vous voyez? Si dans chez chacun d'entre eux,
vous avez un parfait modèle. Des parents aimants, des parents qui ont expliqué les choses, qui ont laissé les gamins s'exprimer, etc., qui ont fait preuve d'amour, de bienveillance, eh bien, ces personnes-là n'auront aucun problème. En revanche, quand les 2 personnes du couple ou une personne du couple subissent ou a subi, par ailleurs quelque chose de négatif, donc que ce soit le modèle, parental ou, le modèle de l'ancien couple, eh bien l'individu arrive en se disant: «Bon, moi, tout ce que j'ai fait hier, jamais, je recommencerai là». Vous voyez? Ou alors on voit le modèle parental qui n'a pas été un bon modèle et cet individu se dit, «Eh bien moi jamais je ne ferai comme mes parents». Et résultat des courses, c'est que d'un point de vue psychologique, cette personne, elle s'est, donné une injonction et qui dit injonction dit forcément blocage et je vais de toute façon renouveler ce que je ne voulais pas, faire parce que, ben, voilà, mes parents n'étaient pas, de bons conseils. Au final, eh bien, je renouvelle l'expérience parce que je n'ai pas compris quelque chose. Le fait est que quand on se rencontre, on est 2 êtres humains qui s'aiment, qui se trouvent des points, particuliers, qui sont pleins d'amour, qui ont envie de tout faire ensemble. Eh bien, en cours de route, heu, ça se perd parce qu'ils sont, dans d'autres, objectifs. Il y a le travail, il y a le côté parental, hein, que l'on oublie. Un enfant qui arrive, c'est déstabiliser, le couple. Le mari, bien souvent, ou le compagnon, la compagne, hein, peu importe, ne retrouve plus sa place avec l'arrivée de cet enfant. Et l'autre parent qui en a la charge, eh bien, a beaucoup de choses à faire. Et en l'occurrence, si c'était une personne qui a accouché, donc bon, ben, le temps que les hormones se remettent en place, et cetera, donc la priorité, c'est le bébé. Je vais tout miser sur le bébé parce que lui, il a besoin de moi. Et l'homme ou la femme, se sentent totalement seuls et il n'y a plus, de place pour l'autre personne. Donc c'est vraiment un plan qui se forme entre le bébé, et la maman. Il suffit juste de se dire: «Bon, ben, voilà, que les hommes apprennent ou les femmes qui ont fait le choix de faire, de se lancer dans l'adoption, eh bien, il faut que ces personnes-là apprennent qu'un bébé qui arrive demande énormément d'attention». Et donc, dans un premier temps, ça va être ça. OK, ma femme, ne sera pas trop, disponible ou le mari ne sera pas trop disponible parce que le bébé, c'est la priorité du jour. Mais une fois que, le bébé, il a trouvé ses marques, eh bien, on renoue avec notre quotidien. C'est-à-dire que le couple doit se dire: «Voilà, j'ai du temps aussi pour l'autre, j'ai du temps pour moi». En fait, moi, je dis toujours que vous devez vous diviser en 3 quand on est en couple et qu'on est parent. Vous avez un tiers qui est parent, vous avez un tiers qui est le compagnon, la compagne, et cetera, et vous avez l'autre tiers qui est l'individu à part entière. Vous voyez? Et c'est cet individu à part entière qui se perd, heu, en cours de route et c'est pas un problème de couple, vous voyez? Le couple est ensemble, oui, d'accord. On se, tire on se fait, la tête, on se tire dessus à boulet rouge. Oui, parce que il nous manque quelque chose. Il nous manque notre place. Vous voyez, la place de l'individu. Mais bon sang, je suis parent, je suis femme de, mari de, mais et moi alors, je suis qui? In fine? Et c'est ça qui manque. Quand le couple va comprendre que voilà, on est en couple, oui, mais je ne dois pas me perdre. Je ne dois pas perdre mon rôle de parent, je ne dois pas perdre mon rôle de compagnon, de compagne, mais je ne dois surtout pas me perdre, hein, parce que si je vais bien, moi, en tant qu'individu totalement distinct et à part entière, tout autour de moi va bien. Vous voyez? Tout va mal parce que je vais mal. Donc ma vision des choses, elle est totalement tronquée. Mais si je vais bien, je vais voir tout bien.
toutes les techniques, la psychologie en elle-même permet de comprendre l'être humain. La priorité en matière de psychologie, c'est de comprendre que lorsque l'être humain vient au monde, il vient avec des bagages. Peu importe. L'ADN, aujourd'hui, et je suis heureuse que ce soit maintenant scientifiquement prouvé, qu'on en parle de plus en plus, donc l'épigénétique, pardon. Donc, vous avez l'ADN et vous avez l'épigénétique qui est ce voile qui vient voiler un petit peu l'ADN, mais ça n'est ni plus ni moins que l'émotion. Vous voyez? Jusqu'à aujourd'hui, les gens n'aimaient pas dire que le domaine émotionnel pouvait prendre une place importante sur l'individu. Aujourd'hui, on sait que oui, le parent qui va mal, l'enfant est une éponge en face. Donc forcément, le bébé, quand il grandit, il grandit avec tout ça, hein, avec les données qu'on lui a données et inculquées. Vous voyez? Quand il arrive, il est tout innocent, n'est-ce pas? Mais en cours de route, vous avez le conditionnement, tout simplement. Le conditionnement, ça n'est pas quelque chose que l'on va vous mettre obligatoirement dans la tête. C'est, je me forge un caractère. J'entends, je vois, j'observe et je me fais mon petit bonhomme de chemin. Je me dis, bon ben voilà, ça, c'est bon pour moi, je le prends. Celui-là, c'est pas bon, je rejette. Mais je peux prendre le mauvais et rejeter le bon et vice-versa. Vous voyez? Comme dans le transpersonnel, il s'agit de vraiment considérer l'être humain sous sa forme ontologique. Donc, je vais obligatoirement aller dans son esprit, dans son corps, dans son âme, pour comprendre un petit peu quelles sont ces blessures qui l'empêchent d'avancer. Vous voyez? Et ça, eh bien, comme je vous le disais auparavant, ça va être de l'écriture, par exemple, l'écriture thérapeutique qui fait une très bonne chose, parce que dans l'écriture, je vais demander à la personne, eh bien, tout comme les autres techniques, hein, notamment le rêve éveillé dirigé, la différence, il faut bien appréhender cette technique parce que, dans un premier temps, on apaise la personne, on l'amène à un calme, de manière à pouvoir s'intérioriser totalement. Quand la personne s'intériorise, eh bien, je vais l'envoyer en profondeur. Vous voyez, donc, elle va encore aller à l'intérieur d'elle, mais comme elle est sereine, donc, ça va se faire de manière naturelle. Et une fois qu'elle sera totalement à l'intérieur d'elle, je vais pouvoir lui dire, bon, allez me chercher ça, ça et ça. Et la personne, elle va le faire. Et qui, on le voit, elle réagit tout en étant somnolente. Et la personne, elle va pleurer, elle va crier, elle va vouloir se réveiller. Donc voilà, je suis là. Tous ceux qui le font comme moi, hein, on est là pour sécuriser la personne et on le lui dit. Vous êtes ici en totale sécurité et ma voix vous accompagne. Et je suis là, vous êtes dans cette pièce et vous pouvez vous réveiller de toute façon à n'importe quel moment. Et ça, c'est bon parce que il y a des petits points que la honte, en fait, hein, moi je l'ai identifié comme tel. Bien souvent, c'est la honte qui empêche les gens de dire ce qui ne leur convient plus, ce qui blesse, ce qui les empêche d'avancer. Alors que la honte n'a pas ta place. Vous voyez, euh, avoir honte de quoi? On aurait honte d'avoir été maltraité. J'ai moi-même été victime de maltraitance, mais je n'ai pas à avoir honte. Au contraire, ce sont mes bourreaux qui devraient avoir honte. Vous voyez? Et c'est ça que j'ai envie de dire et c'est ce que je fais passer comme message à chaque fois aux patients, c'est: «Vous n'avez pas à avoir honte de d'avoir été victime, loin de là. C'est la personne qui vous a, fait cela qui doit avoir honte. À côté de cela, ça n'est pas de la honte et c'est encore moins de la faiblesse que d'en parler, parce que c'est une force et cette force-là, nous la sortons de notre intelligence. L'être humain a cette faculté supérieure qui est l'intelligence, qui n'a rien à voir avec l'instruction
Et je dis souvent, mettez votre intelligence à votre service et demandez à votre intelligence, là, qu'est-ce qui est juste et bon pour moi? Est-ce que quand j'ai honte, euh, je vais bien? Non, loin de là. Quand j'ai honte, je vais mal parce que je cherche à me cacher. Et quand je me cache, ça signifie que le monde ne peut même pas profiter de la merveilleuse personne que vous êtes si vous vous cachez. Vous voyez, nous sommes tous interreliés et chaque personne a quelque chose à apporter à l'autre. Et si on se cache, si on a honte, eh bien, il est trop dommage que les autres ne puissent pas profiter des uns et des autres. Le plus grand bénéfice, c'est enfin de se développer, d'où le développement personnel. Euh, on dit développement personnel, hein, mais véritablement, je n'aime pas trop. Et je sais qu'il y a quelques-uns qui pensent comme moi. Euh, quand on dit développement personnel, c'est un peu comme si tout nous appartenait. Vous voyez, on a oublié de se développer à un moment donné, alors que c'est faux. Hein. Euh, nous sommes qui nous sommes aujourd'hui parce que nous avons reçu euh, une instruction particulière, une éducation particulière, parce que nous avons eu des modèles bons, mauvais, peu importe, ce sont des modèles que nous avons eus, et donc nous avons progressé en fonction de cela. D'accord? Au final, nous sommes des êtres développés parce que nous sommes des intelligents. Donc, ça serait plutôt la réalisation de soi. Vous voyez, la réalisation personnelle. Quand on travaille sur soi, on réalise des choses. On se dit, waouh, en fait, je ne savais pas. J'ai cette compétence-là, mais bon sang, chez Annelle, je ne serais plus capable de le faire. J'ai par exemple une patiente qui me disait il n'y a pas très longtemps, mais écoute, grâce à toi, eh ben, j'ai tenu bon aujourd'hui et tu te rends compte, j'ai ce que je voulais et tout, et c'est parfait. Et à côté de moi, tout le monde va bien. Et j'étais en train de me dire, mais bon sang, si tu vas dans cette direction-là, non, tout le monde va te tourner le dos, c'est fini, tu n'as plus de temps pour les uns et les autres, ta famille s'en voudra. Et aujourd'hui, ben non, je me sens bien, j'ai obtenu satisfaction et tous autour de moi vont bien. Je dis, ben c'est normal. Vous voyez, vous ne devez pas chercher à changer les autres. Nous devons toujours chercher à nous changer. Ça, c'est une faculté profonde que nous avons. Mais nous n'avons pas la faculté de changer les autres, puisque chacun euh, lui s'appartient en fait. Hein. Nous n'avons pas le droit d'aller dans la tête de l'autre pour diriger ses pensées. C'est une interdiction d'ordre spirituel. Euh, c'est une loi même universelle. Donc, je ne vais pas aller chez l'autre dans sa sphère le déranger, alors que j'ai absolument tout déjà en moi à travailler. Vous voyez? Parce que même si vous faites un travail sur vous, eh bien, vous allez vous apercevoir que tous les jours, nous apprenons. Tous les jours, vous avez une étape supplémentaire à franchir. Et il est faux de dire que ça y est, j'ai fait un travail sur moi. Ça m'a pris quelques semaines, mais c'est bon, je suis guérie de tout. C'est faux. Et j'invite vraiment les gens à se dire, non, là, j'ai fait un travail bien précis qui m'embêtait et qui me demandait un retour sur moi. J'ai fait ce travail, j'ai avancé, je suis satisfait de moi. Très bien. J'ai passé une étape. Prochaine étape, eh bien, je reviendrai quand le besoin s'en fera ressentir. Mais il est faux de dire que l'on va travailler sur soi parce que nous sommes tellement riches, euh, riches en émotions, riches en capacités que tous les jours, eh bien, c'est un phénomène nouveau. Tous les jours, c'est une expérience nouvelle, bonne ou mauvaise, peu importe. Comme je le dis toujours, les expériences, bonnes ou mauvaises, ce sont des expériences qui sont là pour nous enrichir. Il est vrai que ça fait mal de, de prendre des coups, mais si on prend des coups tous les jours, on se pose et on se dit, mais bon sang, pourquoi est-ce que je prends des coups tous les jours? Je m'arrête et je vais aller voir quelqu'un, un professionnel à qui je vais poser la question et qui me dira, mais
c'est parce que vous n'avez pas appris la leçon. Vous voyez, je vais à l'école, j'ai un examen à passer, je n'apprends pas mes leçons. Comment puis-je prétendre avoir une bonne note? Et si je m'amuse à passer tous les examens dans les mêmes conditions, eh bien, je n'aurai jamais de bonnes notes. En revanche, si je me mets à prendre mes leçons, eh bien, j'avance et je tiens de bonnes notes. Donc, les leçons de vie, eh bien, c'est pour m'amener vers un bonheur qui est certain et qui m'appartient. Et c'est à moi de me l'offrir, ce bonheur-là. Je ne dois pas l'attendre des autres. Je dois me l'offrir et une fois que je l'ai, eh bien là, je pourrai chercher à faire plaisir aux uns et aux autres. Je risque de vous étonner, mais une très grande plaque, d'accord? Parce que la spiritualité euh, relève de la confusion un peu de tous. Tout le monde aujourd'hui parle de spiritualité, euh, mais en le mettant sous forme de pratique spirituelle, donc on va chercher les choses au-delà, etc. Euh, on va lier la spiritualité à la religion, vous voyez. Euh, la spiritualité n'est ni plus ni moins que l'esprit, vous voyez. C'est tout ce qui est réel, mais que nous n'arrivons pas à palper, vous voyez? Donc, ça va être l'inverse, le contraire du corps. Donc, le corps, il est palpable, d'accord? Le corps, il est matériel. Donc, ce sont des molécules, etc. C'est quelque chose que nous allons pouvoir toucher et comprendre. Le, la spiritualité, c'est mon esprit, tout simplement, mes émotions, euh, ce que je ressens, euh, ce que je vois. Mais vous voyez, il y a des gens qui ont une vision de l'esprit euh, qui n'est pas la même que la vôtre et que la mienne. Moi, quand je vais regarder une fleur, je vais pas juste me dire, oh tiens, c'est une fleur, elle est belle. Je vais me dire, mais elle est belle cette fleur, mais elle est arrivée là comment? Mais ces couleurs viennent d'où? C'est juste magnifique. Mais pourquoi? En l'occurrence, ici à La Réunion, on a des hibiscus. Et j'ai, moi, un bel hibiscus. Sur le même arbre, j'ai différentes couleurs de fleurs. Vous voyez? Et donc, ça va être, mais c'est quand même un peu comme les humains. Vous voyez? J'ai cet hibiscus rouge d'un côté, puis la branche qui est juste à côté, elle va être orange. Je dis, mais c'est waouh, c'est trop beau, vous voyez? Alors que quelqu'un, il vient pas de moi me dire, mais enfin, Rihanna, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pété un câble. Tu es en train de parler à une fleur. Je dis, bah oui, je m'émerveille. Et c'est ça la spiritualité, vous voyez? C'est l'émerveillement pour tout ce qui est sans pour autant arriver à me toucher. Vous voyez? Donc tout ce qui relève du domaine de l'esprit. Et je peux vous dire que l'esprit de l'être humain est juste fabuleux, merveilleux. Et s'il pouvait exploiter au maximum son esprit, eh bien, nous aurions dans ce monde que de merveilleuses et lumineuses personnes. Les différentes phases, ça va être dans un premier temps, voir avec la personne quel est le domaine à explorer. Vous voyez, comme je vous disais, est-ce qu'il s'agit d'un problème strictement personnel? Ou est-ce que quelqu'un a une peur quelconque, mais elle ignore de quoi cela provient? Donc, bien souvent, c'est une trace du passé, hein, toute une blessure qui lui a été occasionnée. Une fois que le diagnostic, entre guillemets, posé, eh bien, je vais adapter le rêve éveillé dirigé. Et donc, ça va être, dans un premier temps, une relaxation profonde parce que si je fais un rêve semi-dirigé, je ne vais pas envoyer la personne dans une relaxation profonde parce que je vais interagir avec elle, je vais lui poser des questions
il va falloir qu'elle me réponde, pour bien savoir où se situent, les blessures, vous voyez? Donc, voilà, il y a différentes techniques, semi-dirigées ou dirigées, mais quand, ça va être une phase bien profonde et moins profonde, de relaxation pour le semi-dirigé. Ensuite, je vais demander à la personne d'aller tout au fond d'elle-même, mais bon, ça se fait, au travers d'induction, hein, voilà, je vais utiliser des phrases, des mots et cetera, pour lui permettre d'aller plus, en profondeur et en règle générale, bon, je peux utiliser des escaliers, vous voyez? Et avec un chiffre hein, pour faire descendre vraiment. En règle générale, on utilise le 7 parce que comme tout le monde le sait, le 7 c'est juste un cycle, hein, d'accord? Donc, on va travailler cycle par cycle. Se rêve éveillé, dirigé, une fois la personne, vraiment dans sa profondeur totale, une fois que je vois qu'elle a vraiment compris, le travail à effectuer et surtout, si elle est prête, vous ne devez pas, forcer quelqu'un à faire, ce pourquoi il n'est pas prêt. Avant de commencer, la personne, elle doit savoir que ça peut être très, douloureux, voyez? Et sécuriser la personne en lui disant: «Ça peut être douloureux, mais vous n'êtes pas seul, mais c'est que des émotions qui vont monter parce qu'il n'y a plus personne là pour vous faire souffrir». Voyez? Donc avec les paroles et avec vos souvenirs, enfouis en vous, plus personne ne peut porter atteinte à votre intégrité parce que, heu, vous avez cette faculté-là. C'est l'ego qui a qui vous fait croire que là, non, n'y va pas. Là, tu vas, souffrir, je moi, je te déconseille de le faire et donc c'est vraiment aller travailler, aller, trouver un consensus et dire à l'ego: «OK, tu es bien gentil, tu as toujours été là, je sais que tu ne veux que mon bien, mais là, s'il te plaît, laisse-moi faire. Mets-toi de côté» et on va faire appel à l'inconscient. Donc on va demander au conscient de se mettre en veille. Donc lui, on va l'apaiser, on va l'amener, on va l'endormir et là, on va s'adresser à l'inconscient et on va lui dire: «Vas-y, exprime-toi maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, heu, c'est comme ça? Pourquoi il y a autant de souffrance?» Faire remonter les choses et les gens vivent des choses, heu, ils reviennent avec des informations et ces informations-là, parfois, elles n'arrivent pas à sortir et là, je les mets à l'aise en leur disant: «Vous n'êtes pas obligé de le dire, hein, vous pouvez le laisser comme cela» et on va travailler sur une technique, cette fois-ci, de nettoyage. Donc je vais travailler au niveau émotionnel, donc sur le plexus solaire, pour que la personne, elle se libère de toutes les émotions, qui se sont, enracinées pendant le réveillé dirigé. Alors les couleurs et les sons, ça va être soit quand, je travaille en groupe. Il n'y a pas mieux qu'un travail de groupe pour que la personne, heu, se laisse aller et se dise: «Bon, ben, voilà, j'ai d'autres personnes qui sont là ou qui souffrent aussi comme moi et qui ont aussi des blocages» et pendant le travail de groupe, c'est là que je vais travailler sur différents domaines. Donc il y aura les sons, il y aura les couleurs, donc il y a des chansons sous forme de, mantra, d'accord? Donc, les sons sous forme de mantra, donc que je vais noter. Il y a des techniques, il y a déjà des choses que nous avons et que nous pouvons utiliser, grâce à l'IPHT puisque, bah, c'est des choses qui sont à nous, hein. On s'est formé, on peut le pratiquer avec les mêmes mots et tout. Mais il y a aussi des choses que, quand on pratique, et bien, on finit par développer, cette intuition qui nous dit, «Ouais, alors, peut-être que tu ferais mieux d'utiliser tel mot, heu, telle phrase, heu, tel son» et cetera et avec, notamment comme, je vous parlais d'Alex, Michel de Mental Waves, donc
j'achète aussi moi, hein, des sons, avec, Frédéric Barbet, voilà, donc il y a plusieurs personnes avec lesquelles, je suis et je vais comme j'achète leur formation, je vais acheter des sons, d'Adé Dignon, enfin, donc tout ça et puis je vais mettre soit des sons, je travaille toujours, ça c'est très important de le dire, je travaille toujours avec mes propres données. C'est-à-dire que tout ce que je travaille avec mes patients, ce sont des choses que j'ai travaillées par moi-même. Il y a des choses de l'IPHT ou des choses que j'ai pu acquérir au sein des formations, mais quand je vais les mettre en pratique, ça va être mes pratiques à moi. Vous voyez? Parce que j'ai testé. Je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Quand je vais faire parce que je fais des soins énergétiques, dont le rééquilibrage et tout. Quand je vais travailler ça, je vais travailler en fonction de ce que j'ai vu à l'IPHT. Donc, je vais utiliser les sons, mais pas forcément que moi je vais émettre, hein, mais je vais utiliser les sons que j'ai préenregistrés. Vous voyez? Et ces sons-là permettent aux gens de mieux, pareil, de mieux s'ancrer et mieux se détendre. Tous les sons ne sont pas valables. Il y a des sons qui vont être totalement épuisants pour les gens. Et il est important de le comprendre, de le savoir. Donc, c'est lors des groupes et lorsque une personne a un blocage particulier. Donc, je vais lui dire, bon, je vais vous recevoir plutôt à la dernière séance parce que nous avons des choses à travailler et que un patient ne peut pas arriver entre-temps, vous voyez? Donc, ça casse un peu le travail. Donc, en fin de journée, ou à la dernière séance, ça va être cette personne-là et là, ça va aller. Là, je vais faire travailler le corps, je vais faire émettre le son, je vais demander à la personne de crier, de se lâcher totalement. Je vais lui demander de taper des pieds, de taper sur le tam-tam. Donc, je vous ai dit, avec le tambour, avec je sais même plus comment ça s'appelle là, les trucs espagnols là, hein. Donc voilà, il y a tout ça et puis, il y a des gens, je vais les faire danser et je vais les faire défiler. Que ce soit un homme ou une femme. Il y a des hommes, par exemple, qui sont, bloqués et qui, voilà, pour eux, ben, ils sont moches, et voilà, ils n'ont aucun mérite et cetera et il y a une technique de travail, heu, pour qu'ils relèvent la tête et qu'ils prennent confiance en eux et ça, je le fais aussi en technique. Donc, c'est une technique qui consiste à marcher d'une certaine façon. Donc d'abord, on se libère. On marche, c'est très rigolo. On rigole parce que, bon, ben, les hommes surtout, ils n'ont pas cette habitude-là déjà. Déjà, les femmes, elles rigolent quand tu le fais. Donc, du coup, voilà, il y a une tonne de choses que nous pouvons faire. Le mandala, c'est ce qu'on appelle la structure interne. Euh, à l'IPHT, et là, je ne vais pas vous en parler, mais euh, on, on étudie l'arbre de la Kabbale. Donc, avec les séphirotes, etc. Donc, la structure euh, de l'être humain, donc de la structure interne, là, on va situer ça. Donc, vous avez euh, le, le corps, mais vous avez tout ce qui relie à l'esprit et là-haut, donc comme on dit, donc à éther, hein, et ça va se rejoindre à la terre qui est mal, vous voyez. Et ensuite, vous avez toutes les données. Donc, pour la structure interne, ça va être Keter, Tiferet et Malkout. Donc, Tiferet étant la conscience et conscience sur laquelle nous devons absolument être. Vous voyez? Et le mandala, quand on va le travailler, eh bien, va nous permettre de savoir à quel niveau nous sommes. Est-ce que nous sommes là-haut? Vous avez très certainement entendu les gens dire on est trop perché. Quand on est trop perché, on a la tête, moi je dis toujours, on a la tête dans les étoiles, on a la tête dans les nuages. L'être humain ne doit pas vivre là, ni là, ni là. Vous voyez, c'est juste
À ce niveau-là, donc au niveau du plexus solaire, là, je suis sur ma conscience et je te dis, ici et le bas, ça doit être une façon pour moi de me relier, de me totalement connecter. Vous voyez, donc l'être, il est comme ça. Il peut pas être comme ça, etc. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avec le mandala, nous allons déjà, moi, je vais utiliser des couleurs. Pareil, toujours les couleurs, puisque les couleurs, ça mène ni plus ni moins que notre intérieur aussi, hein. Donc le rouge étant la racine pour le sens personnel étant Malkout, vous voyez? Donc la terre. Le vert, c'est toute la partie cœur, vous voyez? Le jaune, ça va être la conscience, donc le plexus solaire. Et on va utiliser différentes couleurs, mais souvent c'est soit je vais mettre des couleurs complémentaires exprès, donc c'est dire, bon, bah, tu fais un mandala et tu mets le rouge et le vert, et en son centre, tu vas me mettre le jaune. Donc, je vais voir comment la personne s'en sort dans le vert, comment elle s'en sort dans le rouge, puisque l'idée étant de l'équilibrer totalement. Donc, si je vois que la personne, il y a beaucoup de rouge et très peu de vert, c'est pas grave. Parce que ça signifie que la personne, elle est vraiment bien ancrée, elle a les pieds sur terre et à côté de cela, elle est dans la créativité. Donc c'est ça qu'il nous faut à l'être humain. Plus on est créatif, plus on est bien, on est dans le bien-être. C'est quand on ne fait plus rien, que l'on est tenté, par aller faire, des bêtises, et se sentir mal, d'accord? Donc le mandala, c'est la conciliata. C'est véritablement la structure interne de l'être humain qui va ressortir. Et grâce à ça, eh bien, on va voir si on est équilibré, on n'est pas équilibré. Quel est le domaine que je dois le plus travailler, vous voyez? Et ce qui est très drôle, quand on fait un mandala, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais la technique, elle est belle. Je vais vous dire, par exemple, bon, bah, vous allez me faire un mandala, vous allez utiliser telle figure géométrique. Et donc là, vous avez, vous, votre idée. Je vais faire une étoile, je vais mettre à l'intérieur toutes sortes de formes géographiques, hein, mais vous avez déjà en tête ce que vous allez créer. Donc, vous allez prendre votre compte-part, parce que c'est obligatoirement au compte-part qu'on le fait. Vous allez prendre votre compte-part, vous allez commencer à faire vos formes et tout. Eh bien, à un moment donné, vous allez voir que ce que vous vouliez faire à la base, ce n'est plus du tout ce que vous avez fait au final. Et ça, c'est juste magique, parce que votre intérieur, là, c'est vous avec vous. Et donc, c'est votre intérieur qui va vous parler, qui est, non, non, faut plutôt comme ci, fais plutôt comme tel. Donc, l'inconscient, il en profite aussi, hein, pour dire, voilà, vas-y, travaille ça plutôt. Et c'est ça qui est important. Vous savez, on parle de l'axus lingué. Il y a des gens, hein, quand ils vont parler, ils vont dire un mot et puis ils vont se dire: «Mais ça, c'est bizarre, pourquoi est-ce que j'ai dit ça?» Eh bien, heu, en spiritualité, on dit que c'est l'inconscient, qui nous donne une information. Et donc quand on fait, bon, il y a des lapsus qui sont drôles, hein, qui n'ont peut-être rien à voir, avec l'histoire. Mais de manière générale, quand il y a un mot comme ça qui sort à la place d'un autre, eh bien, on se doit de le noter. On va le noter, même si on n'a pas envie d'en parler comme ça aux gens autour de nous, parce que justement, on n'a pas envie de se faire traiter de perché, mais on va le noter. Et arrivé chez soi, on va se dire: «Mais pourquoi est-ce que ce mot-là est sorti?» Et vous allez voir qu'en le faisant, ce mot signifie quelque chose, parce que c'est votre inconscient qui vous l'a fait passer. Donc il est obligatoirement important de le travailler. L'écriture est quelque chose de totalement magique. C'est magique parce que tant que nous ne communiquons pas cette écriture, eh bien, c'est quelque chose que nous avons réalisé.
c'est une partie de notre âme, de notre profondeur que nous avons mis en avant. L'écriture thérapeutique, c'est je te remercie, mon conscient, de bien vouloir te mettre de côté et de laisser l'inconscient s'exprimer. Et donc, pareil, il y a une préparation à faire. En règle générale, c'est une vingtaine de minutes. Pendant les 2-3 minutes, on va s'apaiser, faire un peu d'exercice de relaxation, etc. Bien évidemment, on ne triche pas, on ne prend pas 15 minutes pour se relaxer et 5 minutes pour écrire. Donc, du coup, une fois apaisé, légèrement, tranquillement, eh bien, je donne un début de phrase. Vous voyez? Euh, pour la personne en elle-même, si je vois qu'il y a un blocage qui est directement lié à cette personne qui ne veut plus s'exprimer, qui est complètement terne et qui surtout ne sait pas qui elle est, eh bien, je vais lui dire, bon, bah, vous allez démarrer en notant moi, X, qui suis-je? Moi, Adriana, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Heu, Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui me parle? Et puis, tu es qui toi, Adriana? Je démarre comme ça, mais j'ai déjà enclenché le chrono de 20 minutes et je ne réfléchis pas. Vous voyez? Je démarre l'écriture sans réfléchir, sans parler de penser à la ponctuation, sans corriger les fautes d'orthographe. C'est vraiment l'inconscient qui va s'exprimer. Et là, j'écris au kilomètre. Et quand le chrono sonne, je pose tout, je ne termine pas mon mot, je ne termine pas ma phrase et je referme mon écrit en règle générale, et je le fais comme il m'a été euh, précisé à l'époque, donc par l'IPHC, eh bien, euh, on referme tout et on écrit toujours que sur la page de droite, vous voyez, parce que la page de gauche a son utilité. Et une fois que c'est fait, qu'il y a la personne elle le tient, et elle lit ça en séance. Et en séance, eh bien, en règle générale, bon, ben, ça pleure aussi. Souvent, quand c'est l'inconscient qui vous parle, c'est très prenant, hein. Il y a des choses que l'on découvre sur soi que on était à 10 000 lieues de savoir, hein. Et donc, la personne, elle en prend connaissance et donc conscience de ce qu'il en est. Euh, je lui pose des questions, elle répond, je l'aide bien évidemment dans la compréhension. Et ensuite, je vais lui dire, bon, ben voilà, va falloir le résumer, il va falloir résumer le texte à la troisième personne. Il va falloir relever les mots les plus importants parce que ça a son importance aussi, les répétitions, etc. Puisque dans la formation, il y a aussi une partie sémantique, vous voyez, parce que la sémantique est extrêmement importante. Et vous me parliez du couple tout à l'heure, eh bien souvent c'est l'incompréhension. J'ai dit quelque chose, eh bien, je ne pose pas la question à l'autre. Mon mari arrive et il me dit, «Heu, tiens, qu'est-ce que tu fais là?» Mais comme moi, je suis fatiguée et que, je n'avais pas trop la tête, à l'écoute, mais je lui dis: «Mais quoi, je te gêne? Ma présence te gêne?» Alors que non. Lui, il a bien parlé. Il m'a juste demandé: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» Sous-entendant que, bah, les autres fois, tu es, là, plus tard ou et cetera. Mais plutôt que de lui dire: «Ben, répète s'il te plaît, je n'étais pas là. Pour mieux comprendre». Non, les gens vont se dire: «Tu m'as dit telle chose». Non, la personne a dit: «Qu'est-ce que tu fais là?» La personne n'a jamais dit, «Ta présence me gêne». Vous voyez? 2 choses totalement distinctes. D'où l'intérêt de mettre en avant véritablement la sémantique parce qu'un mot, c'est un mot. Une fois qu'il a été prononcé, on ne va pas chercher derrière, ce mot ce qui pourrait y avoir et c'est le problème, de l'humain, qui n'a tellement plus confiance en lui que forcément tout le monde lui veut du mal, pardon. Et donc, lui, s'il me sourit alors que hier, il m'a fait la misère, c'est pour me narguer. Non, il m'a souri, donc je prends son sourire. Ce qu'il y a derrière son sourire, je ne veux pas le savoir, ça ne m'appartient pas.
La meilleure technique pour mieux gérer les émotions, c'est de dire ce qu'il se passe. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est devenu à la mode, la gestion des émotions. OK, on me montre à apaiser les émotions. Là, j'ai le l'estomac noué. Bon, OK, je vais faire de la respiration, je vais m'apaiser, je vais me sentir bien. OK, il faut combien de temps? Vous voyez? Sur le moment, oui, ça fait du bien. D'ailleurs, sur le moment, eh ben, je peux aller me faire coiffer, je peux aller me faire, les ongles, je peux aller, faire les magasins. Ça va aussi, me déstresser, ça va me faire du bien. En revanche, tôt ou tard, ça va arriver. Parce que ces émotions qui sont là, elles ne sont pas là par hasard. Elles sont là parce qu'il est le moment pour moi de travailler ces émotions. Maintenant, je dois identifier mes émotions. OK, j'ai mal. J'ai mal pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé avant que j'ai mal? Qu'est-ce que l'on m'a dit? Qui est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai entendu comme chanson? Parce que vous savez, les chansons, heu, eh bien, ce sont des souvenirs. Quand on entend une chanson, eh bien, même si on l'a entendue quand on avait 10 ans, et qu'aujourd'hui, me concernant, moi, j'ai 59 ans, eh bien, s'il y a une chanson que j'ai entendue à l'âge de 10 ans et qu'à cet âge-là, on me faisait la misère et qu'on m'avait donné un coup et que c'est cette chanson que j'ai entendue, il est normal, cette chanson aujourd'hui me fasse quelque chose. Donc je serai dans les émotions. Vous voyez? Il est très important, on n'apaise pas les émotions, on en parle. J'ai mal, OK, pourquoi tu as mal? Un enfant qui va voir son parent pour dire: «J'ai mal», le parent ne va pas lui dire: «Allez, dégage de là, je veux pas te voir». «Tu as mal? Dis-moi comment, pourquoi?» et cetera. Et une fois que ou la personne sait que: «Oh ben, j'ai mal au ventre», ben normal, demain, j'ai peur et j'ai pas envie de faire sport. J'ai mal au ventre parce que, demain j'ai un contrôle et j'ai pas appris mes leçons. Vous voyez? Il y a des techniques comme ça, qui viennent des enfants. Mais quand on est adulte, eh bien nos émotions sont là, on n'a pas le droit, de les faire taire. J'ai, OK, des émotions, d'accord, ça me fait mal, eh bien, je vais pleurer, oui, mais je vais les identifier. C'est la seule et unique façon pour moi de ne plus avoir affaire à ces mêmes émotions. Mais mieux encore, la seule façon pour moi de ne pas les aggraver. Parce que plus on prend de l'âge, plus, les choses s'emboîtent et grossissent. Vous voyez? Comme on aime à dire, pour les enfants: «Petit enfant, petit souci, grand enfant, grand souci». Et ben, c'est pareil pour les émotions. La petite chose que l'on n'a pas traitée hier, eh bien, elle s'accumule avec les autres choses qui étaient sur notre chemin et que, comme on avait des œillères, on ne voulait pas regarder. Mais tout ça, ça constitue des bagages. Mais tôt ou tard, ces bagages, eh bien, il va bien falloir s'en défaire. Nous ne pouvons pas, continuer notre vie avec, autant de poids sur le dos. Donc l'idée, c'est: je pose, voilà, je pose mes bagages. OK, eh bien, on va en parler. Pourquoi tu as ça? Et je l'identifie. OK, ben, j'ai vu un tel, j'ai entendu ça, et cetera. Et une fois que j'en ai parlé, c'est là que, comme par magie, mes émotions disparaissent. Heu, Dès qu'il y a un truc qui revient, plutôt que de me dire: «Ah, j'ai mal» et de faire ma crise de panique, par exemple, eh bien, comme par hasard, c'est: «Tiens, heu, tu me fais mal là, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est étrange, pourquoi est-ce que ça revient? Mais j'avais pourtant travaillé là-dessus». Bon, alors, le réflexe, il devient naturel et je me pose et je note. Et c'est juste magique parce que tous les retours que j'ai, c'est ça: «Oh là là, avant, je me faisais tout, je me faisais du mouron et tout». Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est, j'arrive à parler. Il ne faut pas avoir peur de se parler. Les gens disent: «Ouais, mais on va me prendre pour un fou». Ben non, quand je me lève le matin, je peux me regarder dans le miroir et me parler, me saluer. Et une fois que je me suis saluée, peut-être que ça me donnera, eh bien, de la chance et du courage de pouvoir saluer les autres sur le passage. Je vais sortir, je vais saluer: «Bonjour», tiens, par exemple, vous voyez?
et plus je serai dans le monde conscient et plus je vivrai, j'ai envie de dire, surtiféré, donc sur la base qui m'appartient, eh bien, qu'est-ce qui peut m'arriver? Heu, j'ai une émotion, mais cette émotion, elle n'a pas lieu d'être là. Quelqu'un qui va m'agresser, tout dépend. La personne, elle m'agresse physiquement, ben, il est normal que je me défende. Mais la personne m'agresse verbalement. Physiquement, oui, je sors les griffes, mais verbalement, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Sinon, me faire travailler sur des boutons sensibles. Vous voyez? Donc quelqu'un va me dire: «Ouais, tu moche». Bah, je suis peut-être moche pour toi, mais ça, c'est pas mon problème, c'est le tien. C'est ton problème avec toi et c'est pas mon problème à moi. Vous voyez? Alors que quand on est mal, c'est: «Oh là là, on m'a dit que j'étais moche». Bah, ça veut dire que, ben, à une époque, on t'a dit: «Bah, ouais, tu moche». Et ça, la personne qui était là pour te sécuriser, ben, elle n'était pas là. En règle générale, c'est la mère, c'est le père, la grand-mère, la grande tatie, enfin bref, il y a forcément quelqu'un qui devait sécuriser cet enfant-là, qui ne l'a pas fait. Cet enfant a grandi avec ce manque de reconnaissance et le manque de reconnaissance fait qu'aujourd'hui, eh bien, rien du tout se transforme en frustration et la frustration, eh bien, se traduit par la colère. Voyez? Donc on veut gérer la colère, on veut gérer les émotions et cetera, alors qu'on prend les choses à l'envers. C'est tout simplement mettre un sparadrap sur une plaie plutôt que de chercher à nettoyer la plaie, la guérir avant d'apposer le sparadrap. Les plus marquants, c'est quand, bah, voilà, avant, je n'osais pas, dire les choses, je disais amen à tout et aujourd'hui, bah, je dis non avec le sourire et ça fonctionne. Heu, j'ai un couple, hein, qui était venu me voir à la base parce qu'ils ne s'entendaient plus du tout. Ils voulaient se séparer, mais se séparer, dans de bonnes conditions et mais il n'y a pas eu de séparation, au contraire, il y a eu un mariage, il y a eu des enfants, donc c'est parfait. Il y a aussi des personnes qui viennent me voir, parce qu'ils veulent se séparer, heu, mais positivement. Heu Parfois, un choix est déjà fait d'un côté, mais pas de l'autre et donc la pratique, c'est que je vois le couple ou alors l'individu qui a pris la décision, de faire un travail et ensuite je reçois en couple et je reçois aussi en aparté et ben, parfois, il y en a un qui sait déjà ce qu'il veut, mais qui n'ose pas le dire à l'autre et le travail consiste à, bah, ce qu'il arrive à dire les choses posément, vous voyez? Ça, on le fait, ensemble. Je prépare l'un et l'autre, bah, en individuel. Ensuite, je les prépare pour que ça soit, heu, plus serein, hein, dans une séparation, divorce et cetera et le plus sympa, c'est, une personne que je ne connais pas, qui n'est jamais venue me voir, et que je ne connais toujours pas, sinon, ses noms et prénoms, j'ai travaillé avec, son mari et son mari, bah, aujourd'hui, est bien. Donc il était violent, alcoolique, et du coup, il a pu, faire un travail sur lui. Bon, ça a été très dur au début parce que, c'était: «Non mais tu qui toi pour, voilà, pour me dire des choses?» et je ne caresse jamais moi dans le sens du poil et parce que c'est très mauvais et je trouve que c'est tout à fait criminel de, bah, d'aller dans le sens des gens. Vous voyez, quand on est, professionnel, on ne s'inscrit ni pour l'un ni pour l'autre. On n'est pas là pour juger ni pour préjuger. On écoute et puis en fonction de, bah, de notre savoir, eh bien, nous passons l'information. Mais jamais dire aux gens, blanc quand il s'agit de noir. Et cette personne-là, c'était un peu le cas. Moi, c'était, «Non, c'est comme tel, c'est pas autrement. Maintenant, je ne, vous demande pas de rester, vous pouvez prendre la porte, si vous n'êtes pas d'accord avec les méthodes». Il s'accrochait et aujourd'hui
C'est sa femme qui m'a envoyé un message pour me dire, «J'ai appris que, merci beaucoup, j'aime mon mari, mais ça ne pouvait plus durer». Et ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'ils s'étaient séparés déjà, sa femme et lui. Et ce travail a permis que, eh bien, sa femme revienne, qu'il aille lui dire: «Voilà, j'ai changé et cetera. J'ai fait un long travail sur moi et voilà le nom de la personne, si tu veux pas me croire, tu peux entrer en contact avec elle». Je précise quand même que n'importe qui peut me demander des informations, je ne donne aucune information. Donc j'ai reçu ce message en me disant: voilà, merci beaucoup», heu et ça m'a fait plaisir, mais je ne pouvais pas répondre. Vous voyez? Parce que répondre, ça veut dire, «Oui, telle personne, est en thérapie chez moi». Donc il y a aussi ce côté-là que je ne peux pas, que je dois faire attention. J'ai envie de dire que malheureusement, ça a été un peu radical, hein, comme solution. Heu, j les gens, heu, considèrent quand on fait ce métier-là, il faut s'attendre à ce que des personnes s'accrochent à vous. Et j'ai eu moi des personnes qui venaient, mais juste pour me voir, pour être à côté de moi et pour m'écouter. Et c'est vrai que, ça fait tout drôle parce que la personne, elle revient toujours, mais aucun exercice n'est fait. Elle n'avance pas du tout et ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon pour elle et pour moi, ça n'est pas bon non plus parce que au-delà de la publicité, mais c'est malsain de ne pas, de laisser quelqu'un venir, et qu'elle n'avance pas. Il y a une incohérence et donc je lui ai dit: «Mais il va falloir que nous nous arrêtions parce que, je constate que vous ne faites aucun travail». «Non, non, mais c'est pas grave, moi je viens juste pour vous voir». Je dis: «Mais ça ne non, non, ça ne peut pas durer». Alors et je le dis, hein, parce qu'on peut dire que comme, je suis une femme, c'est un homme qui viendrait. Non, c'est, une jeune fille, hein, et donc qui venait constamment et c'est ce qu'on appelle le transfert. Vous voyez? Ça, c'est très dangereux parce que, heu, elle n'avance pas, ça n'est pas bon pour elle et transférer toute son affection sur moi, alors que moi, je ne suis que le professionnel qui l'accompagne, heu, ça pose problème et donc il a fallu que j'y mette un terme. Ça a été très compliqué parce qu'elle continuait à m'appeler, elle m'envoyait des textos, elle m'envoyait des courriels constamment, constamment, constamment et j'ai fini par l'appeler un jour en lui disant: «Je vous comprends, je sais parfaitement bien ce qu'il se passe en vous, mais ce manque affectif que vous avez peut être travaillé, mais naturellement, vous n'avez pas besoin de vous accrocher à moi. Je peux vous accompagner à la condition que le travail, continue entre les séances. Autrement, je ne peux plus travailler avec vous parce que vous faites un transfert et ce transfert-là, heu, psychologiquement, ça n'est pas bon, ni pour vous, ni pour moi et puis j'ai pas envie, d'entendre demain quoi que ce soit parce que, c'était un peu la pousser aussi heu, dans une mauvaise passe et donc elle a compris puisque, j'ai eu un message de sa part quelques mois après pour me dire, «Merci beaucoup, mais je vous aime toujours autant». Donc quelque part, bon, elle continue à travailler sur elle, mais elle m'aime toujours autant, donc voilà, mais au moins je travaille sur elle, mais elle ne vient plus me voir et elle ne me harcèle plus, c'est fini. Quand, l'on fait un métier, quel qu'il soit, heu, c'est avant toute chose par envie, hein. On se dit: «Oh j'aimerais bien, ça me fait bien vibrer donc je me vois bien faire tel et tel métier». Heu, Quand j'étais petite moi, il y avait rien.
s'il y avait un métier qui me plaisait, ou si on peut appeler ça un métier, c'était de devenir religieuse. Et bah, quand je l'ai dit à ma mère, je l'ai dit, je m'en souviendrai toujours, j'avais 16 ans. Et donc, je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien être religieuse. Et elle a éclaté de rire. Elle a éclaté de rire, un rire méchant. Et donc, ça m'a contrariée et je suis partie. Et après, elle me dit: «Non, mais de toute façon, il n'y a pas de religieux dans la famille. Peut-être que tu pourrais faire religieux». Mais bon, j'ai essuyé un refus, hein. Pour moi, c'était vraiment un manque de soutien flagrant. Et du coup, bah, je ne savais plus après quoi faire. Même si l'idée d'être transporteur, transporteur routier m'avait effleuré l'esprit. Donc, cette envie d'ailleurs, hein, vous savez, je suis seule, voilà, il n'y a personne pour m'embêter. Heu et plus rien ne venait après. Bon, moi, je suis une enfant maltraitée, donc j'ai été battue, enfant maltraité, femme battue, voilà. Donc j'ai connu beaucoup de choses et c'est là où je veux vraiment dire aux gens: «Pensez à aller voir un professionnel» parce que l'accompagnement est toujours payant et comme le disait et le dit toujours Cyrulnik, eh bien, nous sommes vraiment des êtres résilients, hein, donc on peut parler de nos blessures et voilà, aujourd'hui, ça ne nous fait plus rien, même si certaines blessures continuent à nous impacter parce que, voilà, il y a quelque chose de profond qu'il faut continuer à travailler, ce que je fais moi aussi. Et donc du coup, je n'avais pas d'intérêt pour un métier en particulier parce que mon intérêt premier, c'était de rester vivante, déjà. Heu et de me dire: «Bah, est-ce que, le lendemain, est-ce que j'aurai à manger? Est-ce que je vais pas mourir de faim? Est-ce que je vais pas prendre un coup qui va faire que, je resterai sur le carreau?» Et cetera et cetera. Et puis bon, avec la force des choses, j'ai fait un métier, un deuxième métier, un troisième métier, et c'est vrai, ça a été principalement du juridique à chaque fois. Et je me suis dit: «Bon, bah, voilà, je vais faire comme ça». J'aidais déjà dans des associations, notamment les FIDEA, et j'ai toujours eu ce côté en moi, qui m'appelait à l'accompagnement, au conseil et je me suis dit, donc il y a quelques années maintenant: «Ben oui, tes expériences de vie t'ont enrichi parce que une belle formation est vraiment, la formation de l'IPHT est et je sais que, Jean-Pierre et Aruna, vont arrêter, la formation, très bientôt. C'est dommage, parce que c'est de très belles formations, très, vraiment très pointues, une belle, c'est il y a de la reconnaissance vraiment, moi je serai toujours, extrêmement, reconnaissante, parce que Jean-Pierre et Aruna, ce sont 2 belles personnes, et qui nous donnent, vous voyez quand on travaille avec eux, ils se donnent totalement et pour eux, j'ai envie de dire que c'est de la vocation, hein, qui les ont poussés, à former, des personnes et aujourd'hui, je me dis: «Bah, c'est ma vocation» et je le ressens comme une vocation. Mon parcours de vie a fait que j'ai une très belle formation, mais j'ai surtout une très belle expérience de vie. OK, malheureuse, douloureuse, mais tellement enrichissante et avec aujourd'hui, un mari qui est ma moitié, qui est mon pilier, qui grâce c'est grâce à lui que je pratique aujourd'hui, vous voyez? Donc enfin, quelqu'un qui a su, m'épauler, me relever, me dire: «Allez, là, heu, c'est bon, tu m'avais parlé de ça il y a temps. Allons, ça va te faire du bien». C'est grâce à lui et à personne d'autre, hein. Après oui, il y a mon travail, mais même pendant le travail, quand il fallait rendre les mémoires, et cetera, ben, parce que sans rendu, il y a pas de diplôme et sans diplôme, on s'installe pas et c'est mon mari, encore une fois, hein,
je me relisais une cinquantaine de pages. Les corrections étaient à lui, donc c'est juste merveilleux. Et ça, c'est parce que je ne l'ai jamais raccroché. Ce n'est pas parce qu'on m'a fait souffrir, j'ai fait souffrir. Quand j'ai eu les moyens et surtout la force d'aller voir un professionnel, j'ai vu un professionnel à l'époque qui était un psychiatre, très très merveilleux, qui m'a dit, bon, euh, vous n'avez pas de problème de psychiatrie, je vais vous orienter vers une thérapeute qui va vous faire travailler un petit peu et vous allez voir avec ces techniques, vous allez être quelqu'un de bien. Et je n'ai pas voulu de suite parce que je n'étais pas prête. C'est vraiment lorsqu'on est prêt, on avance. Lorsqu'on est prêt, on sort de cette noirceur. Et j'ai envie de dire que quand on est dans une pièce toute noire, eh bien, si on appuie sur l'interrupteur, waouh, comme par magie, il y a de la lumière. Vous voyez? Eh bien, c'est comme ça. Je me suis réveillée un matin. J'ai appuyé sur l'interrupteur. Il y avait une lumière et j'ai profité de sa clarté pour travailler aujourd'hui, faire mon métier de l'accompagnement. J'ai, j'ai déjà beaucoup, beaucoup de techniques euh, et je me forme tout le temps. Je me forme tout le temps parce que euh, l'être humain ne doit pas rester sur ses acquis. Euh, nous sommes dans l'apprentissage quotidien de la vie et tout est bon. Euh, Tant qu'il s'agit d'enrichissement, eh bien, tout est bon à prendre. Ensuite, avec mon cursus et puis mon expérience de vie et mon âge, hein, je n'ai pas 20 ans, euh, je sais reconnaître quelque chose de bon et de pas bon. Et il s'avère que j'ai des patients qui veulent bien parfois tester pour moi certaines pratiques. Donc, du coup, bon, je vais tester ça, on va voir si ça fonctionne et tout. Ouais, super, et tout, ça fonctionne. J'aimerais, en fait, euh, développer un peu plus, puisque je me rends compte, ben, je le fais, mais pas tout le temps, plus le rééquilibrage énergétique. Bon, que les gens appellent en gros les soins énergétiques et tout. Mais bon, soins énergétiques, pour soigner, il faut être malade. Et quand on est malade et qu'on va voir un médecin, c'est le seul professionnel habilité à vous soigner. Vous voyez, donc, quand on dit soins énergétiques, ça me paraît étrange. Donc, ouais, c'est le rééquilibrage énergétique, parce que nous savons aujourd'hui que tout est énergie, que nous sommes euh, énergie hein, à plus de 90%. Et donc, il y a ce corps énergétique qui est nos fatigues aussi, parce que nous sommes dans un environnement qui fait que il n'y a pas que la pollution psychologique, hein. Il y a aussi de la pollution physique. Et cette pollution physique, ajoutée à la pollution psychologique, eh bien, vous voyez un peu ce que ça donne. Ça donne des êtres un peu beaucoup éteints. Euh, Souvent, quand une personne sort d'une séance, eh bien, ben, j'ai des voisins, en l'occurrence, qui m'en parlent, qui me disent, j'arrive chez vous, ils sont tristes, et puis quand ils repartent, ils sont tous souriants. Et je dis, bah, c'est peut-être parce que je suis pas tant de ça déchante. Peut-être c'est ça que j'ai envie d'approfondir, c'est le rééquilibrage énergétique, euh, tout en invitant la personne à travailler sur la profondeur. Vous savez, la psychologie, peu importe les méthodes qui existent. Bon, j'ai ma formation complète à l'IPHT, mais je fais aussi ma formation en hypnose. J'ai ma formation en C3I, donc avec le docteur Baudin. Voilà, et j'ai beaucoup de techniques, mais c'est au flair que les choses fonctionnent, c'est au coup par coup. Vous voyez, il y a des gens qui m'appellent pour avoir euh, un rendez-vous pour faire un réveil dirigé. Mais non, vous voyez.
Je veux bien vous donner un rendez-vous, mais peut-être pas pour un rêve éveillé dirigé. Vous allez me parler, nous allons voir ensemble ce qu'il vous convient le mieux, vous voyez? Mais les gens sont prêts, à utiliser des techniques, qui pour eux vont être rapides, mais ça n'est pas pour autant la meilleure solution, vous voyez? Un rêve éveillé dirigé, c'est pour que je réveille en vous quelque chose, pour que justement vous puissiez le pardonnez l'expression, mais le cracher, véritablement, le sortir, l'extirper de vos traits, dire: «Maintenant, bâtard, je n'en veux plus». Vous voyez? Et ensuite, il y a un travail pourquoi ça s'est fait, pourquoi j'ai été, dans cette circonstance-là, qui l'a fait? Maman, papa, mamie, papy et cetera. Tout notre environnement est polluant pour nous. D'où l'intérêt de faire un travail sur nous-mêmes et de travailler de manière sereine. Moi, c'est ce que je fais. Personne ne repart de chez moi en pleurs, même s'il pleure, pendant les séances, tout le monde repart apaisé avec le sourire et ça, c'est grâce, à la formation à l'IPHT parce qu'on nous apprend bien évidemment à faire ressortir le mauvais de la personne sans obligation aucune, puisque si la personne ne dit rien, nous arrivons malgré tout à faire travailler la personne au travers de différentes techniques dont je vous ai parlé. Et quand la personne part, eh bien, on l'apaise. Et donc, comme je l'ai appris de cette façon-là, eh bien moi, je m'interdis de voir des gens partir de chez moi complètement cassés. Alors que quand ils vont faire n'importe quelle séance, je ne sais pas lesquelles, mais des choses que l'on entend à droite et à gauche, etc., eh bien, on se sent mal après. Mais quand on réveille quelque chose chez quelqu'un, il faut pouvoir l'apaiser. Si vous ne l'apaisez pas, c'est qu'il y a un problème, d'accord? Donc moi, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est le rééquilibrage, heu, tout en travaillant sur l'aspect, heu, cognitivo-comportemental. Alors, de se poser la bonne question. Qu'est-ce que je veux pour moi aujourd'hui? Souvent, les gens vont consulter parce qu'ils ne veulent plus de quelque chose. Quelque part, c'est bien aussi, quand ils savent qu'il y a quelque chose qui ne passe plus. Mais quand ils arrivent, c'est les amener à dire ce qu'ils veulent. Nous savons tous ce que nous ne voulons pas ou ne voulons plus. Mais nous sommes quasiment tous dans l'incapacité de savoir ce que nous voulons réellement. Et parfois, je dis, aux patients: «Là, tout de suite, maintenant, vous avez une baguette magique qui apparaît dans votre main ou levez la main, attrapez la baguette, magique et vous faites apparaître quoi?» Eh bien, ils ne savent pas. Il n'y a rien qui vient de manière spontanée, ce qui signifie que personne ne se connaît et nous comptons donc sur, les accompagnateurs, pour nous guider, dans la découverte de qui nous sommes. Donc c'est vraiment je me pose la question, je me demande ce que je veux et une fois que je sais ce que je veux, eh bien, j'appelle un professionnel et je lui dis: «Ben voilà, moi, je veux ça et comment est-ce que vous pourriez m'aider pour y arriver?» Et en règle générale, le professionnel sait comment amener chaque personne à réaliser, ses souhaits. Bon, sauf bien sûr, la personne elle veut des milliards et que, voilà, hein, donc là, il y a une partie, quantique, à faire. Bon, même si, j'ai fait la formation, de Million Maslow, OK, donc là, je vais apprendre à la personne comment poser, les vraies intentions et de la bonne façon. Ça fonctionne et ça, c'est génial aussi, hein, mais bon, on ne l'utilise pas tout le temps et c'est bien malheureux. Déjà moi la première, je l'utilise en cas de retard, quand quelque chose me bloque un peu, là je pose l'intention, ça fonctionne
Et c'est ce que j'apprends aussi aux gens. J'ai un site, internet, hem, j'en suis navrée parce que c'est un site, qui est bien entretenu, mais je vais jamais dessus pour aller, travailler un petit peu, l'alimenter, donc voilà, et j'en suis navrée. Je prie, les personnes qui vont, le visiter, je les prie de m'excuser, mais bon, voilà, on se refait pas, c'est comme ça, je n'ai pas le réflexe. Et donc voilà, il y a mon site, c'est le cabinet, -abg.fr, et puis, il y a l'annuaire des thérapeutes, le guide un petit douce, il y a mon téléphone, qui est le plus, 262 692 00 88 31.